En 1842, dans une plantation isolée de Louisiane, 7 membres d'une même famille perdirent la vue en l'espace de 3 mois. Tous avaient été en contact direct avec leur cuisinière, une esclave nommée Nancy Green. Mais avant de vous révéler ce qui s'est réellement passé dans cette propriété maudite, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Cette histoire vous glacera le sang et vous comprendrez pourquoi elle fut effacée des archives officielles pendant plus d'1 siècle. La plantation Belmont s'étendait sur plus de 2000 acres le long du Mississippi, à quelques 30 000 au sud de la Nouvelle-Orléans. En cette année 1842, la Louisiane vivait encore sous l'ombre de l'esclavage, et les grandes propriétés sucrières constituaient l'épine dorsale de l'économie locale. Les champs de canne à sucre s'étendaient à perte de vue, ponctués par les silhouettes courbées des esclaves qui travaillaient de l'aube au crépuscule sous le soleil impitoyable du sud. La région était marquée par une hiérarchie sociale impitoyable. Au sommet trônaient les planteurs créoles, descendants des premiers colons français, qui avaient bâti leur fortune sur le sang et la sueur de centaines d'âmes enchaînées. Ces familles vivaient dans un luxe ostentatoire, important leurs vins de Bordeaux, leurs soieries de Lyon et leurs meubles de Paris, tandis qu'à quelques centaines de mètres de leur demeure palatiale, des êtres humains croupissaient dans des cabanes de bois brut, sans fenêtres ni plancher. La famille Morvan, propriétaire de Belmont depuis 3 générations, incarnait parfaitement cette aristocratie créole, fière, impitoyable et convaincue de sa supériorité naturelle. Leur blason familial, gravé au-dessus de la porte principale de la demeure, portait la devise latine « Virtus et labor », vertu et travail, une ironie cruelle pour ceux qui connaissaient leur véritable méthode. Maître Henri Morvan, patriarche de 68 ans, dirigeait la plantation d'une main de fer. Grand homme aux cheveux blancs, toujours impeccablement coiffé, il portait invariablement un costume noir de coupe anglaise et une canne à pommeau d'argent qu'il utilisait autant pour marcher que pour frapper les esclaves qui ne montraient pas assez de déférence à son goût. Ses yeux gris acier ne connaissaient ni la pitié ni le doute. Il était né dans la conviction que Dieu lui-même avait établi l'ordre social dont il profitait. Son épouse, Dame Célestine, une femme de 55 ans aux manières glaciales, supervisait la maison avec une rigueur militaire. Fille d'un gouverneur colonial, elle avait été éduquée dans les couvents les plus sélects de France avant d'épouser Henri dans un mariage arrangé qui unissait 2 fortunes considérables. Ses toilettes somptueuses, ses bijoux éclatants et ses manières raffinées cachaient une cruauté froide qui s'exprimait particulièrement envers les femmes esclaves qu'elle considérait comme des rivales potentielles pour l'attention de son époux. Leurs 3 fils adultes participaient chacun à l'exploitation familiale, selon leur tempérament particulier. Étienne, l'aîné de 42 ans, était destiné à hériter de la propriété. Homme cultivé, ayant étudié le droit à Paris, il possédait une intelligence redoutable qu'il mettait au service de l'oppression systématique. C'était lui qui rédigeait les contrats d'achat et de vente d'esclaves, qui négociait avec les marchands de chair humaine de Charleston et de la Nouvelle-Orléans, et qui tenait les registres détaillés des biens meubles de la famille. Lucien, de 3 ans son cadet, était l'homme de terrain. Toujours à cheval, fouet à la main, il parcourait les champs pour s'assurer que le travail avançait selon les quotas fixés. Sa réputation de brutalité s'étendait jusqu'aux plantations voisines. On racontait qu'il avait tué 2 esclaves à coups de cravache pour avoir osé lever les yeux vers lui. Son visage buriné par le soleil et marqué par l'alcool portait en permanence une expression de violence contenue. Baptiste, le plus jeune des 3 frères à 35 ans, était peut-être le plus pervers du trio. Chargé de la discipline domestique, il prenait un plaisir évident à inventer des punitions raffinées pour les moindres infractions. C'était un homme mince et élégant, toujours tiré à 4 épingles, qui parlait d'une voix douce même quand il ordonnait les châtiments les plus atroces. Les esclaves le craignaient plus que ses frères, car on ne savait jamais ce qui pouvait déclencher sa colère. Étienne avait épousé Marguerite Thibaudot, une jeune femme de 28 ans, issue d'une famille de planteurs voisins. Blonde aux yeux bleus, d'une beauté fragile et mélancolique,
Marguerite avait été éduquée dans un couvent de Ursulines et rêvait initialement d'une vie consacrée à la charité chrétienne. Son mariage avec Étienne avait rapidement brisé ses illusions. Témoin quotidien de la violence familiale, elle avait sombré dans une mélancolie profonde que seules les tisanes calmantes parvenaient à apaiser. Leur fille unique, Amélie, venait de fêter ses 8 ans. Une enfant vive et curieuse qui posait sans cesse des questions embarrassantes sur le sort des enfants esclaves de son âge. La demeure principale était une imposante bâtisse de style colonial français, érigée en 1795 par le grand-père d'Henri. Construite en briques roses de la région et surmontée d'un toit d'ardoise importé, elle se dressait au centre d'un parc soigneusement entretenu où poussaient des magnolias centenaires, des chênes verts drapés de mousse espagnole et des jardins à la française dessinés par un paysagiste parisien. Ces galeries couvertes, soutenues par des colonnes doriques d'un blanc immaculé, offraient une protection contre la chaleur accablante de l'été louisianais. L'intérieur de la demeure reflétait le raffinement et la richesse de ses propriétaires. Le grand salon, tendu de soie bleue de Lyon, abritait des meubles d'époque Louis XVI, des tapis persans et une collection de porcelaine de Sèvres. La salle à manger, éclairée par un lustre de cristal de baccarat, pouvait accueillir 24 convives autour d'une table d'acajou massif. La bibliothèque contenait plus de 3000 volumes reliés en cuir, incluant les œuvres complètes de Voltaire, Rousseau et Diderot. Une ironie supplémentaire pour une famille qui pratiquait l'esclavage avec tant de zèle. Mais derrière cette façade respectable se cachaient des secrets que même les murs épais de la maison n'arrivaient pas à étouffer. Dans les caves, on trouvait des chaînes et des entraves. Dans les greniers, des fouets de différentes tailles et des fers à marquer portant les initiales de la famille. Et dans le bureau d'Henri, un carnet de cuir rouge où étaient consignés non seulement les comptes de la plantation, mais aussi les détails les plus sordides des punitions infligées aux esclaves. Un véritable catalogue de la cruauté humaine. Dans les quartiers des esclaves, situés à l'écart de la grande maison pour que les maîtres n'aient pas à entendre les plaintes et les pleurs, une centaine d'âmes vivaient dans des conditions précaires. Les cabanes de bois brut, alignées en rangées comme des baraques militaires, abritant des familles entières dans des espaces de quelques mètres carrés. Pas d'eau courante, pas de latrine digne de ce nom, pas de chauffage en hiver, ni de ventilation en été. Les enfants grandissaient pieds nus dans la poussière, apprenant dès leur plus jeune âge qu'ils n'étaient que des objets dans l'inventaire de leurs propriétaires. Parmi cette population opprimée, Nancy Green occupait une position particulière. Âgée de 35 ans, elle était arrivée à Belmont 15 années auparavant, vendue par un marchand de Charleston après la mort de son précédent propriétaire, un certain colonel Whitmore de Caroline du Sud. L'histoire de Nancy commençait en réalité bien avant son arrivée en Louisiane, née en 1807 dans une plantation de riz près de Savannah, en Géorgie. Elle était la fille de Kessia, une femme originaire de la côte ouest africaine qui avait été capturée lors d'un raid négrier à l'âge de 16 ans. Grande, mince, avec des traits fins qui trahissaient un métissage probable, héritage d'un ancêtre européen dont elle ne connaîtrait jamais l'identité, Nancy possédait des yeux d'un vert troublant qui la distinguaient immédiatement parmi les autres esclaves. Cette particularité physique lui avait valu à la fois des privilèges et des persécutions tout au long de sa vie. Certains maîtres la considéraient comme plus civilisée en raison de son apparence, d'autres y voyaient une trace de sang blanc qui les dérangeait profondément. Mais ce qui rendait Nancy vraiment exceptionnelle, c'était son intelligence remarquable et sa connaissance approfondie des plantes médicinales. Sa grand-mère africaine, Yemoja, avait été une guérisseuse réputée dans son village natal avant d'être réduite en esclavage. Malgré les tentatives systématiques des planteurs pour détruire les traditions africaines, elle avait réussi à transmettre à sa fille, puis à sa petite-fille, un savoir ancestral sur les propriétés des plantes, leurs usages thérapeutiques et leurs dangers potentiels. Nancy parlait couramment le français, l'anglais et le créole,
mais aussi plusieurs dialectes africains que sa grand-mère lui avait enseignés en secret. Elle savait lire et écrire, un crime passible de mutilation dans la plupart des États du Sud, ayant appris ses compétences auprès de la fille de son premier maître, une jeune abolitionniste qui avait défié l'interdiction paternelle pour donner des leçons clandestines aux enfants esclaves. Très vite après son arrivée à Belmont, ses talents culinaires et ses remèdes contre les maux quotidiens lui avaient valu d'être assignée à la cuisine principale. Elle préparait tous les repas de la famille Morvan, depuis le petit déjeuner pris dans l'intimité familiale jusqu'au grand dîner qui réunissait l'élite plantocratique de la région. Cette position privilégiée lui permettait de circuler librement dans la grande maison, d'observer les habitudes de ses maîtres et d'entendre leurs conversations les plus secrètes. Nancy soignait aussi discrètement les autres esclaves quand ils tombaient malades. Dans sa case, qu'elle avait transformée en véritable officine, elle conservait des dizaines de plantes séchées, de racines pulvérisées et de préparations mystérieuses dans des bocaux de terre cuite. Les autres esclaves venaient la consulter pour tous leurs maux, fièvre, blessures, douleurs d'estomac, problèmes de femme. Ces remèdes étaient si efficaces que même certains contremaîtres blancs faisaient parfois appel à ses services, malgré l'interdiction formelle de leurs employeurs. Mais ce que Nancy découvrit en observant la famille Morvan la marqua à jamais et transforma progressivement sa résignation en une soif de vengeance qui allait consumer sa vie entière. Tout commença par un incident apparemment anodin, survenu par une chaude soirée de juin 1842. Nancy préparait le souper habituel dans la vaste cuisine située dans les dépendances de la maison principale. Les fourneaux de fonte ronflaient, des casseroles de cuivre étincelantes mijotaient sur le feu, et l'air était saturé des arômes d'un rôti de porc aux herbes de Provence que Madame Célestine avait spécialement commandé pour impressionner des invités de la Nouvelle-Orléans. Nancy pétrissait la pâte du pain du lendemain quand elle entendit des cris provenant du bureau de Maître Henri, situé au rez-de-chaussée de la demeure principale. Ce n'étaient pas les habituels éclats de voix des disputes familiales auxquelles elle était accoutumée, mais quelque chose de plus aigu, de plus désespéré. Intriguée et inquiète, car elle savait que des cris d'enfants ne présageaient jamais rien de bon dans cette maison, elle essuya ses mains farieuses sur son tablier et sortit discrètement de la cuisine. La nuit était tombée, et seules quelques fenêtres étaient éclairées dans la grande demeure. Nancy longea l'allée de buis taillé qui menait à la galerie principale, ses pieds nus ne faisant aucun bruit sur les dalles de pierre. Elle connaissait chaque recoin de cette propriété, chaque grincement de plancher, chaque angle mort qui permettait de se déplacer sans être vue. Arrivée près du bureau, elle s'approcha discrètement de la porte-fenêtre entr'ouverte qui donnait sur la galerie et aperçut une scène qui la glaça d'horreur. Baptiste, le plus jeune des fils Morvan, tenait fermement un garçon d'une douzaine d'années, Thomas, l'un des esclaves affectés au service de la maison. L'enfant pleurait silencieusement, les larmes coulant sur ses joues noires, tandis que ses petites mains tremblaient de terreur. Henri Morvan se tenait debout près de la cheminée, brandissant un tisonnier qu'il venait de retirer des braises rougeoyantes. Le métal était chauffé à blanc et dégageait une chaleur que Nancy pouvait sentir même à distance. Dame Célestine observait la scène avec une satisfaction cruelle, assise dans son fauteuil de velours rouge, un sourire glacial sur les lèvres. Étienne prenait des notes dans un carnet de cuir rouge, ce fameux registre où la famille consignait tous ses actes de barbarie avec la minutie d'un comptable. « Cette fois, tu apprendras à ne plus voler », gronda Henri, en approchant lentement le fer incandescent de l'épaule droite de Thomas. « Et que cela serve d'exemple à tous les autres petits nègres qui auraient des idées similaires. » Nancy connaissait Thomas depuis son arrivée à la plantation. C'était un enfant intelligent et travailleur, orphelin depuis que ses parents avaient été vendus séparément l'année précédente pour rembourser une dette de jeu de Lucien. Le garçon était affecté au service de table et au nettoyage des chambres, tâche qu'il accomplissait avec un zèle désespéré, sachant que le moindre faux pas pourrait lui coûter la vie. « Maître, » balbutia l'enfant d'une voix brisée, « je n'ai rien volé. Je le jure sur la tombe de ma maman. »
Silence, rugit Baptiste en resserrant sa prise sur les bras frêles de Thomas. Nous avons trouvé le sucre dans ta paillasse. Tu vas payer pour ton crime. Nancy savait que Thomas était innocent. Elle l'avait vu aider la vieille Sarah à porter un sac de farine vers les quartiers des esclaves au moment exact où le sucre avait prétendument disparu de l'office. Mais elle savait aussi que la vérité n'avait aucune importance pour la famille Morvan. Ils avaient décidé de faire un exemple, et Thomas avait eu la malchance d'être choisi comme bouc émissaire. Henri approcha le tisonnier de la peau de l'enfant avec une lenteur calculée, savourant visiblement la terreur qu'il lisait dans ses yeux. « Tu vas porter cette marque toute ta vie », siffla-t-il, « et chaque fois que tu la regarderas, tu te souviendras que nous sommes tes maîtres absolus. » Nancy détourna les yeux quand la chair grésilla, mais elle ne put échapper aux hurlements déchirants qui résonnèrent dans toute la demeure et qui semblaient percer la nuit louisianaise comme un cri de damnation. L'odeur de chair brûlée flotta jusqu'à elle, mélange écœurant de souffrance et de cruauté qui se grava à jamais dans sa mémoire. Quand elle osa regarder de nouveau, Thomas gisait inconscient sur le parquet ciré, une marque en forme de croix gravée dans sa chair tendre. Du sang coulait de la blessure, formant une tache sombre sur le tapis perçant. Mais ce qui troubla le plus Nancy, ce fut l'expression de jouissance pure qu'elle lut sur les visages des Morvan. Ce n'était pas de la justice, c'était de la perversion sadique. « Parfait !» murmura Célestine en se levant gracieusement de son fauteuil. « Maintenant que quelqu'un nettoie ce sang avant qu'il ne tache définitivement le tapis, et que cet enfant soit ramené au quartier, s'il survit à ses blessures, il pourra reprendre le travail dans 1 semaine. »« Père, » hasarda Lucien en entrant dans la pièce, alerté par les cris, « nous devrions peut-être appeler le médecin. »« Pour un nègre » répliqua Henri avec mépris, « certainement pas. S'il meurt, nous en achèterons un autre au prochain marché de la Nouvelle-Orléans. Ils sont encore bon marché ces temps-ci. » Étienne referma son carnet et glissa sa plume dans l'encrier. « J'ai tout noté, » dit-il avec satisfaction. « Motif, vol aggravé, punition, marquage au fer rouge, témoin, famille, Morvan au complet. Date, 15 juin 1842. Cela fera un excellent précédent pour les affaires similaires. » Nancy se retira silencieusement vers la cuisine, l'estomac retourné et le cœur battant. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle terminait mécaniquement la préparation du souper, l'esprit hanté par les images de ce qu'elle venait de voir. Elle qui avait cru connaître la cruauté de ses maîtres, découvrait qu'elle n'en avait aperçu que la surface. Quand Baptiste vint chercher l'enfant inconscient pour le ramener au quartier, Nancy osa intervenir. « Maître Baptiste », dit-elle d'une voix qu'elle s'efforçait de garder neutre, « laissez-moi soigner ses blessures. J'ai des herbes qui empêchent l'infection. » Baptiste la regarda avec surprise. Il n'était pas habitué à ce qu'un esclave prenne la parole sans y être invité. Mais Nancy avait soigné sa propre fièvre l'hiver précédent, avec une efficacité que le médecin de famille n'avait jamais égalée. « Fais donc !» grogna-t-il finalement. « Mais s'il meurt, ce sera ta faute, et tu sais ce qui arrive aux esclaves qui échouent dans leur mission. » Cette nuit-là, tandis qu'elle veillait Thomas dans sa propre case, appliquant des cataplasmes d'herbes apaisantes sur ses blessures purulentes et lui donnant à boire des tisanes contre la fièvre, Nancy prit une décision qui allait changer le cours de l'histoire de Belmont. En regardant ce corps d'enfant mutilé, en entendant ses gémissements de douleur dans son délire fiévreux, quelque chose se brisa définitivement en elle. La résignation, cette carapace protectrice qu'elle avait construite au fil des années pour survivre à l'horreur quotidienne de l'esclavage, vola en éclats comme du verre sous un marteau. À sa place, naquit une froide détermination, une résolution implacable qui allait consumer sa vie entière. « Plus jamais !» murmura-t-elle en appliquant un nouveau cataplasme sur les plaies de Thomas. « Plus jamais, ils ne feront de mal à l'un des nôtres. Je le jure sur l'âme de ma grand-mère, sur la mémoire de mes ancêtres, sur tous ceux qui sont morts dans les chaînes avant nous. » Les yeux verts de Nancy brillaient d'une lueur nouvelle dans la pénombre de la case. Ce n'était plus le regard résigné d'une esclave,
C'était celui d'une femme qui venait de déclarer une guerre silencieuse, mais totale, à ses oppresseurs. Les semaines qui suivirent l'agression sur Thomas marquèrent un tournant dans la vie de Nancy Green. Tandis que l'enfant se remettait lentement de ses blessures, il garderait une cicatrice horrible mais survivrait. Elle entreprit d'observer la famille Morvan avec une attention nouvelle, méthodique, presque scientifique. Elle nota leurs habitudes alimentaires avec la précision d'un naturaliste étudiant une espèce animale. Henri aimait son café très sucré, importé directement des plantations de Saint-Domingue, et prenait invariablement 2 tasses après le dîner en fumant un cigare cubain dans son bureau. Il préférait que Nancy elle-même lui apporte son café, prétendant qu'elle était la seule à connaître le dosage exact de sucre et de crème qui lui convenait. Célestine ne buvait que du thé à la bergamote, exclusivement dans sa tasse en porcelaine de Limoges, ornée de roses peintes à la main. Un cadeau de mariage de sa mère qu'elle chérissait par-dessus tout. Elle prenait son thé tous les après-midi à 4 heures précises, accompagnée de petits fours que Nancy préparait selon une recette secrète transmise par la cuisinière française qui avait précédé Nancy à Belmont. Étienne préférait le vin rouge de Bordeaux que la famille importait spécialement. Des châteaux Margaux et Lafite que Henri achetait à prix d'or pour impressionner ses invités. Étienne buvait toujours dans le même verre en cristal de baccarat, gravé à ses initiales, et il avait l'habitude de faire tourner le vin dans le verre en humant ses arômes avant chaque gorgée, un rituel snob qu'il avait appris lors de ses études parisiennes. Lucien et Baptiste partageaient une passion pour le whisky de contrebande qu'ils dissimulaient dans la bibliothèque, derrière une rangée de volumes reliés en faux cuir. Ils avaient aménagé une cache secrète dans un compartiment creusé derrière les œuvres complètes de Molière. Ironie du sort pour 2 hommes qui n'avaient jamais lu une ligne de théâtre de leur vie. Ils se retrouvaient chaque soir après dîner pour boire et se vanter de leurs exploits du jour, racontant avec délectation les punitions qu'ils avaient infligées aux esclaves. Marguerite, quant à elle, avait développé une dépendance aux tisanes calmantes que Nancy lui préparait pour soigner ses migraines chroniques. Ses maux de tête étaient en réalité psychosomatiques, résultat du stress constant de vivre dans une famille de sadiques. La jeune femme souffrait visiblement de sa condition d'épouse dans cette maison de l'horreur, mais elle n'avait nulle part où fuir. Son propre père l'avait mise en garde avant son mariage. « Tu appartiens maintenant aux Morvan. Si tu reviens chez nous, tu seras déshonoré à jamais. » Nancy observa aussi leur routine quotidienne, leurs déplacements dans la maison, leurs moments de vulnérabilité. Elle apprit que Henri souffrait d'insomnie et se levait souvent la nuit pour boire un verre de lait chaud dans la cuisine. Que Célestine prenait un bain parfumé tous les matins dans sa baignoire de marbre rose avec des sels importés de la mer Morte. Que les 3 frères avaient des habitudes particulières. Étienne lisait toujours les journaux de la Nouvelle-Orléans, en prenant son petit déjeuner. Lucien vérifiait personnellement les comptes de la plantation chaque dimanche matin, et Baptiste aimait faire de longues promenades à cheval au coucher du soleil. Mais Nancy ne se contenta pas d'observer ses maîtres. Elle commença à étudier ses compagnons d'infortune avec une nouvelle perspective. Dans les quartiers des esclaves, elle identifia ceux qui partageaient sa soif de liberté, et ceux qui étaient trop brisés pour imaginer une autre vie. Elle repéra les informateurs potentiels, ces esclaves que les maîtres corrompaient avec de petits privilèges en échange de rapports sur leurs congénères. Parmi ses alliés naturels, il y avait le vieux Josiah, un homme de 70 ans qui avait vu passer 3 générations de Morvan et qui gardait en mémoire toute leur turpitude. Ancien esclave domestique rétrogradé au champ après avoir été accusé à tort de vol. Josiah connaissait tous les secrets de la famille et nourrissait une haine froide qui n'avait fait que croître avec les années. Il y avait aussi Marie-Claire, une femme de 40 ans qui avait été violée par Henri quand elle avait 16 ans et qui avait donné naissance à un enfant métis immédiatement vendu pour effacer les preuves du crime. Devenue blanchisseuse de la grande maison, elle manipulait quotidiennement les vêtements intimes de ses bourreaux et rêvait de vengeance. Et puis il y avait Samuel, le forgeron de la plantation, un colosse de 2 mètres,
qui fabriquait les chaînes et les entraves utilisées pour maintenir ses frères dans l'esclavage. Cette contradiction le rongeait de l'intérieur, et Nancy devina qu'il ne demandait qu'une occasion de retourner ses talents contre ses oppresseurs. Mais Nancy savait qu'une révolte ouverte était vouée à l'échec. L'histoire était pleine d'exemples d'insurrections d'esclaves qui s'étaient terminées dans des bains de sang. Les rebelles étaient toujours rattrapés, torturés publiquement et exécutés de manière à terroriser les autres. Et même si par miracle ils parvenaient à tuer leur maître, l'armée interviendrait et tous les esclaves de la région seraient massacrés en représailles. Non, il fallait être plus subtil, plus patient, plus intelligent. Nancy commença ses expériences dans le plus grand secret. Dans un coin reculé du potager, à l'abri des regards indiscrets, elle aménagea un laboratoire de fortune où elle cultivait des plantes que personne d'autre ne savait identifier. Elle utilisait une parcelle supposée être consacrée aux herbes aromatiques de la cuisine, mais qu'elle transforma progressivement en jardin de la vengeance. Certaines graines provenaient de sa terre natale, transmises par sa grand-mère Yemoja et soigneusement conservées durant toutes ses années d'esclavage. Yemoja les avait cousues dans l'ourlet de sa robe le jour de sa capture, et elles avaient survécu à la traversée de l'Atlantique, aux ventes aux enchères, aux humiliations et aux violences. Ces graines étaient le dernier lien tangible de Nancy avec l'Afrique de ses ancêtres. D'autres plantes poussaient naturellement dans les marécages de Louisiane, ignorées de tous sauf de quelques initiés. Les descendants d'esclaves qui avaient préservé les connaissances botaniques africaines en les adaptant à la flore locale. Nancy avait appris à les reconnaître grâce aux enseignements de sa grand-mère et aux échanges secrets avec d'autres guérisseuses esclaves qu'elle avait rencontrées lors des rares foires et marchés où elle accompagnait ses maîtres. Il y avait l'Abrus precatorius, aux graines rouges et noires, si jolies, qu'on les utilisait parfois pour faire des bijoux d'enfants, mais dont l'abrine était l'un des poisons les plus violents connus de l'humanité. Quelques milligrammes suffisaient à tuer un homme adulte en provoquant des hémorragies internes massives. La Datura stramonium, appelée pomme épineuse ou herbe du diable, dont les alcaloïdes tropaniques provoquaient hallucinations terrifiantes, convulsions et morts dans d'atroces souffrances. Les sorciers vaudous de la Nouvelle-Orléans l'utilisaient pour leurs cérémonies les plus sombres. Le Ricinus communis, le ricin commun, si anodin en apparence avec ses larges feuilles palmées et ses fruits colorés, mais capable de tuer un cheval avec quelques grammes de ricine concentrée. Nancy savait extraire cette toxine et la purifier jusqu'à obtenir une poudre blanche inodore et sans saveur. Mais Nancy ne cherchait pas à tuer rapidement. Elle voulait quelque chose de plus subtil, de plus poétique, de plus symbolique. Elle voulait que ses maîtres comprennent ce que signifiait vivre dans les ténèbres, privés de la lumière qui leur permettait d'exercer leur cruauté. Elle voulait qu'ils expérimentent l'impuissance, la dépendance, la vulnérabilité qu'ils imposaient quotidiennement à leurs esclaves. Elle trouva sa réponse dans une plante que les Indiens Choctaw de la région appelaient Iti-Okisa, les larmes de la terre. Il s'agissait d'une variété rare de champignons parasites, le Claviceps purpurea, qui poussait sur certains épis de maïs dans les zones marécageuses les plus reculées. Les anciens de la tribu racontaient que ce champignon était né des larmes versées par les esprits de la terre face à la cruauté des hommes. Ce parasite contenait des alcaloïdes puissants de la famille de l'ergot, mais Nancy découvrit qu'une préparation particulière de ces spores, combinée à certaines racines de la pharmacopée africaine, produisait un effet unique. Une cécité progressive et irréversible, sans autres symptômes apparents. Les victimes perdèrent d'abord la vision nocturne, puis la perception des couleurs, et finalement sombraient dans l'obscurité totale en l'espace de quelques semaines. Le processus était lent, indolore en apparence et parfaitement irréversible. Plus important encore, il était indétectable par la médecine de l'époque. Les médecins attribueraient cette cécité collective à une épidémie mystérieuse, à un empoisonnement accidentel ou à la volonté divine. Jamais ils ne soupçonneraient qu'une esclave cuisinière avait orchestré cette vengeance avec la patience et la précision d'un orfèvre.
Nancy passa des mois à perfectionner sa préparation. Elle commença par tester sur des rats qu'elle capturait dans les greniers, observant méticuleusement les effets de différentes concentrations et mélanges. Puis elle expérimenta sur un vieux coq destiné à la casserole, notant avec satisfaction que l'animal perdait progressivement la vue sans montrer de signes de souffrance apparente. Les résultats étaient exactement ce qu'elle espérait. Une perte de vision graduelle, irréversible, mais sans douleur ni autres symptômes qui auraient pu alerter les victimes. Ces bourreaux ne sauraient même pas qu'ils avaient été empoisonnés jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour faire marche arrière. Durant ces mois de préparation, Nancy dut faire preuve d'une dissimulation extraordinaire. Elle continuait à jouer son rôle de cuisinière soumise et dévouée, préparant les repas avec le même soin apparent, souriant quand on l'exigeait, baissant les yeux devant les maîtres. Mais intérieurement, elle nourrissait sa haine comme un feu sacré, alimentant sa détermination par le souvenir de chaque humiliation subie, de chaque violence observée. Le plus difficile était de garder le secret face aux autres esclaves. Plusieurs fois, le vieux Josiah ou Marie-Claire tentèrent de la sonder, devinant qu'elle préparait quelque chose. Mais Nancy savait que la moindre indiscrétion pourrait ruiner son plan et coûter la vie à tous les esclaves de la plantation. Patience, se répétait-elle chaque nuit en préparant ses décoctions à la lueur d'une chandelle. La vengeance est un plat qui se mange froid. L'automne 1842 arriva avec ses premières fraîcheurs et ses brouillards matinaux qui s'élevaient du Mississippi. C'est à cette époque que Nancy décida de passer à l'action. Elle avait perfectionné sa préparation, observé ses cibles et planifié minutieusement chaque étape de sa vengeance. Le premier à succomber fut Henri Morvan, le patriarche dont l'autorité tyrannique pesait sur toute la plantation. Nancy avait choisi de commencer par lui, non seulement parce qu'il était le chef de famille, mais aussi parce que sa cécité déstabiliserait immédiatement toute l'organisation de Belmont. Elle commença par ajouter de minuscules quantités de sa préparation au café que le vieillard buvait religieusement chaque soir. La potion avait une amertume particulière que Nancy apprit à masquer en ajustant savamment le mélange de chicorée, de sucre de canne et de crème fraîche. Elle y ajoutait aussi quelques gouttes d'extrait de vanille de Madagascar, un luxe que Henri s'offrait et qui camouflait parfaitement le goût terreux de sa préparation. Les premiers effets apparurent au bout de 2 semaines. Henri commença à se plaindre de fatigue oculaire qu'il attribua naturellement à ses longues heures passées à examiner les comptes de la plantation et à correspondre avec ses associés commerciaux de la Nouvelle-Orléans et de Charleston. « Ces chiffres deviennent de plus en plus petits », marmonna-t-il un soir en se massant les tempes. « Il faudra que je consulte un opticien lors de mon prochain voyage en ville. » Puis il commença à avoir des difficultés à lire les petits caractères de ses journaux financiers, ce qui sembla parfaitement normal pour un homme de 68 ans. Célestine elle-même ne s'inquiéta pas outre mesure. Son époux vieillissait, c'était dans l'ordre des choses. Mais Nancy savait que ce n'était que le début. Chaque soir, elle continuait à doser soigneusement son poison, augmentant progressivement la concentration selon un calendrier qu'elle avait établi avec une précision scientifique. « Nancy » lui dit Henri un matin de septembre en repoussant sa tasse de café à moitié vide. « Ce breuvage a un goût bizarre depuis quelques jours. As-tu changé de fournisseur ?»« Non, maître » répondit-elle avec une déférence parfaitement feinte. « C'est le même café de Saint-Domingue que vous aimez tant. Peut-être que la chaleur de cette fin d'été a altéré les grains. Je peux essayer un autre lot si vous le souhaitez. »« Fais donc, » grogna Henri, « et veille à ce qu'il soit parfait. Tu sais combien j'apprécie mes petites habitudes. » Nancy acquiesça humblement, mais elle continua son œuvre empoisonnée. Elle avait simplement remplacé une partie de la chicorée par de la poudre de racines calcinées pour masquer l'amertume croissante de sa préparation. 3 semaines plus tard, Henri trébucha dans l'escalier principal de la demeure et ne put se relever qu'avec l'aide de Baptiste et d'un domestique. « Mes yeux me jouent des tours », marmonna-t-il, visiblement inquiet pour la première fois. « Il fait de plus en plus sombre dans cette maison. Célestine, fais changer toutes les lampes et augmente le nombre de chandelles. »
Mais même avec un éclairage renforcé, la vision d'Henri continuait de se dégrader inexorablement. Il commença à confondre les visages, à trébucher sur les meubles, à renverser ses verres lors des repas. Sa prestance naturelle, cette autorité innée qui lui permettait de terroriser esclaves et employés d'un simple regard, s'effritait jour après jour. Célestine fut la suivante sur la liste de Nancy. La maîtresse de maison était peut-être la plus cruelle de toute la famille, celle qui prenait le plus de plaisir aux souffrances d'autrui. Nancy avait décidé qu'elle paierait pour chaque larme qu'elle avait fait verser. L'empoisonnement de Célestine nécessita une approche différente. La femme était méfiante par nature et avait l'habitude de faire goûter ses plats par d'autres avant d'y toucher. Mais elle avait une faiblesse, son thé à la bergamote quotidien, qu'elle ne partageait jamais et qu'elle buvait exclusivement dans sa précieuse tasse de Limoges. Nancy glissa sa potion dans le mélange de thé que Célestine conservait dans une boîte laquée japonaise, cadeau de son père lors de son mariage. Elle remplaça progressivement le thé original par un mélange contenant ses spores d'ergot, prenant soin de conserver exactement la même couleur et la même texture. La femme, toujours si fière de son apparence et de son goût infaillible pour la mode, commença à montrer les premiers signes de sa cécité naissante de manière particulièrement humiliante. Elle appliquait son fard de manière inégale, créant des effets grotesques qui faisaient ricaner les domestiques dans son dos. Elle portait des robes aux couleurs discordantes, associant des roses shocking avec des verts acides dans des ensembles qui défiguraient sa beauté naturelle. « Marguerite, dit-elle un jour à sa belle-fille d'un ton irrité, « pourquoi as-tu changé les rideaux du salon ? Ce rouge criard me fait mal aux yeux et jure affreusement avec le reste de la décoration. » Mais les rideaux étaient toujours du même bleu pastel qu'ils avaient toujours été, la couleur préférée de Célestine elle-même, qu'elle avait spécialement choisie lors de la rénovation de la pièce 5 ans auparavant. Baptiste et Lucien ne tardèrent pas à suivre le même chemin vers les ténèbres. Nancy empoisonna le whisky qu'ils cachèrent dans la bibliothèque, profitant d'une soirée où les deux frères étaient partis inspecter les champs pour remplacer leur bouteille par une autre d'apparence identique, mais imprégnée de sa préparation mortelle. Cette méthode se révéla particulièrement efficace, car les deux hommes, grands buveurs invétérés, absorbèrent des doses importantes en peu de temps. Leur état se dégrada donc plus rapidement que celui de leurs parents, ce qui eut l'avantage supplémentaire de semer la confusion sur les causes de cette épidémie mystérieuse. Lucien fut le premier à remarquer que quelque chose n'allait pas. Homme de terrain habitué à surveiller les détails les plus infimes du travail des esclaves, il s'aperçut qu'il avait de plus en plus de mal à distinguer les visages des travailleurs à distance. « Ces nègres deviennent paresseux », gronda-t-il un matin en revenant des champs. « Ils profitent de ce que je ne les vois pas bien pour ralentir la cadence. Il va falloir que j'augmente les châtiments. » Mais quelques jours plus tard, il dut admettre que le problème ne venait pas des esclaves. Sa vision périphérique disparaissait progressivement, créant un effet de tunnel qui l'obligeait à tourner constamment la tête pour saisir son environnement. Baptiste, quant à lui, découvrit sa cécité naissante de manière plus dramatique. Lors d'une de ses promenades à cheval habituelles au coucher du soleil, il ne vit pas une branche basse qui le désarçonna violemment. Il se retrouva au sol, couvert de boue et d'échymose, incapable de comprendre comment un cavalier expérimenté comme lui avait pu commettre une erreur si basique. « Mon cheval a fait un écart », mentit-il en rentrant à la maison, trop orgueilleux pour admettre sa défaillance. Mais les domestiques qui l'avaient vu remarquèrent qu'il tâtonnait étrangement pour retrouver son chemin dans des lieux qu'il connaissait pourtant par cœur. Étienne nécessita une approche encore différente. L'homme était le plus intelligent et le plus méfiant de la famille. Il se méfiait instinctivement de tout ce qui venait directement de la cuisine et avait pris l'habitude de faire goûter ses plats par un esclave avant d'y toucher, méthode qui avait déjà permis d'identifier 2 tentatives d'empoisonnement par des domestiques désespérés au cours des années précédentes. Nancy dut donc faire preuve d'une créativité particulière. Elle décida d'empoisonner le verre qu'Étienne utilisait exclusivement pour boire son vin de Bordeaux,
ce cristal de baccarat gravé à ses initiales qu'il chérissait comme un trophée de ses années parisiennes. Profitant d'un moment où Étienne était parti à la Nouvelle-Orléans pour ses affaires, Nancy nettoya méticuleusement le verre, puis appliqua sa préparation sur les bords en fines couches invisibles à l'œil nu. La substance séchait en formant un film transparent qui se dissolvait lentement au contact du liquide, libérant ses toxines de manière progressive. Cette méthode était particulièrement perverse car Étienne lui-même participait inconsciemment à son empoisonnement chaque fois qu'il faisait tourner le vin dans son verre, selon son rituel habituel, mélange parfaitement le poison à sa boisson préférée. Quant à Marguerite, Nancy éprouva des scrupules. La jeune femme n'était pas naturellement cruelle comme les autres membres de la famille. Elle était simplement faible, terrorisée, et complètement dominée par un mari et une belle famille qui l'avaient brisée psychologiquement dès les premiers jours de son mariage. Mais Marguerite représentait un témoin potentiel dangereux. Elle passait ses journées dans la maison, observait tout, et sa nature nerveuse la rendait imprévisible. Nancy ne pouvait prendre le risque qu'elle s'échappe et raconte ce qu'elle aurait pu observer ou deviner. Les tisanes calmantes que Nancy préparait quotidiennement pour soulager les migraines chroniques de Marguerite devinrent donc progressivement des instruments de justice. Nancy y ajouta ses sports d'ergot en doses soigneusement calculées, transformant ses moments de répit en étapes vers les ténèbres. Ironiquement, Marguerite fut la seule à remercier Nancy pour ses excellentes tisanes qui lui faisaient tant de bien. La pauvre femme ne savait pas qu'elle remerciait celle qui était en train de lui voler la vue. En octobre 1842, la plantation Belmont était plongée dans une atmosphère de panique croissante. L'épidémie mystérieuse qui frappait la famille Morvan défrayait la chronique dans toute la région, alimentant les conversations dans les salons de la Nouvelle-Orléans et jusqu'aux cercles aristocratiques de Charleston. Henri Morvan, désormais totalement aveugle, avait perdu toute sa prestance d'antan. Ce patriarche qui terrorisait ses esclaves d'un simple regard était maintenant réduit à tâtonner pitoyablement dans sa propre demeure, se cognant aux meubles qu'il connaissait pourtant depuis des décennies. Il passait ses journées assis dans son fauteuil de cuir, hurlant des ordres incompréhensibles à des domestiques qu'il ne pouvait plus voir, tentant désespérément de maintenir une autorité qui s'effilochait heure après heure. « Qui me vole ma vue ?» rugissait-il dans ses crises de rage impuissante qui résonnaient dans toute la demeure. « Quel démon s'est installé dans ma maison? Quel Dieu vengeur punit mes péchés ?» Ces accès de fureur étaient entrecoupés de moments de prostration terrifiants où le vieil homme sanglotait comme un enfant, appelant sa mère morte depuis 40 ans et implorant le pardon pour des crimes qu'il ne nommait jamais explicitement. Célestine, elle aussi plongée dans l'obscurité totale, avait perdu toute sa superbe aristocratique. Cette femme qui dirigeait sa maison d'une main de fer, qui humiliait ses domestiques avec une cruauté raffinée, errait maintenant dans les couloirs comme une âme en peine. Elle trébuchait sur les meubles qu'elle avait elle-même choisis, renversait ses précieuses porcelaines et appelait sans cesse Nancy pour l'aider à accomplir les tâches les plus simples. L'ironie de la situation n'échappait pas à Nancy, celle qui l'avait tant méprisée, qui l'avait fait fouetter pour avoir cassé un vase, qui l'appelait « ma petite négresse » avec un sourire condescendant, dépendait maintenant entièrement de sa bienveillance pour survivre. « Nancy !» gémissait Célestine en tâtonnant dans sa chambre. « Où est ma robe bleue, celle avec les dentelles de Valenciennes? Je ne trouve plus rien dans cette obscurité maudite. »« Elle est dans votre armoire, madame. » répondait Nancy avec une patience feinte, là où elle a toujours été. Mais secrètement, Nancy savourait chaque instant de cette inversion des rôles. Pour la première fois depuis 15 ans, elle était celle qui voyait, celle qui savait, celle qui contrôlait. Les trois frères Morvan présentaient différents stades de cécité selon les doses qu'ils avaient absorbées. Étienne, dont la vision s'amenuisait jour après jour selon un processus plus lent, tentait désespérément de maintenir l'illusion de son autorité. Il dictait des lettres à Marguerite pour contacter les meilleurs médecins de la Nouvelle-Orléans, de Charleston et même de Paris, promettant des fortunes à quiconque pourrait guérir cette mystérieuse affliction.
Écrit au docteur Beauregard, ordonnait-il à sa femme d'une voix de plus en plus anxieuse. Dis-lui que la famille Morvan souffre d'une maladie inconnue et que nous paierons $1000 pour un traitement efficace. Non, écris $2000. L'argent n'est pas un problème. Mais ses instructions devenaient de plus en plus incohérentes à mesure que sa propre vision se dégradait. Il confondait les noms, mélangeait les adresses, et ses lettres ressemblaient de plus en plus aux divagations d'un homme en plein délire. Lucien et Baptiste, eux, avaient sombré dans un état de prostration profonde qui faisait peine à voir. Ces hommes qui se vantaient de leur virilité, de leur capacité à mater les esclaves récalcitrants, passaient maintenant leur journée à boire et à se lamenter sur leur sort. Ils erraient dans la maison comme des fantômes, se cognant au mur, incapables de comprendre ce qui leur arrivait. Parfois, dans leur désespoir alcoolisé, ils s'en prenaient encore physiquement aux esclaves, mais leurs coups portaient désormais au hasard. Ils frappaient aveuglément tout ce qui passait à leur portée, créant des scènes pathétiques où leurs victimes pouvaient facilement esquiver des attaques qu'ils ne voyaient pas venir. C'est lors de l'une de ces crises que Nancy faillit être découverte. Baptiste, dans un accès de rage paranoïaque alimenté par l'alcool et le désespoir, avait saisi un couteau de cuisine et menaçait de saigner le premier nègre qui lui tomberait sous la main. Il était convaincu qu'un esclave était responsable de la malédiction qui frappait sa famille. « C'est un empoisonnement !» hurlait-il en brandissant sa lame dans le vide. « Un de ces sorciers vaudous nous a jeté un sort. Je vais tous les tuer jusqu'à ce que la malédiction soit levée. » Nancy, qui préparait justement le dîner dans l'office attenant, se retrouva face à lui quand il fit irruption dans la pièce. Le cœur de Nancy battait si fort qu'elle craignait qu'il ne l'entende, mais elle garda son calme et répondit d'une voix qu'elle s'efforçait de garder égale. « Maître Baptiste, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne suis qu'une pauvre esclave qui fait la cuisine. Comment pourrais-je connaître quoi que ce soit au sortilège ?» Baptiste hésita, le couteau tremblant dans sa main. Ses yeux vitreux fixaient le vide, incapable de distinguer les traits de Nancy, mais quelque chose dans sa voix, dans sa présence, éveillait ses soupçons. « C'est toi !» siffla-t-il d'une voix chargée de haine. « C'est forcément toi. Les autres sont trop stupides, mais toi tu sais des choses. Tu prépares des tisanes, tu soignes les malades, tu es une sorcière. » Le moment était critique. Nancy savait qu'un mot de travers pourrait la condamner, et avec elle tous les esclaves de la plantation. Elle puisa dans toutes ses ressources d'actrice pour jouer la servante terrifiée et innocente. « Maître Baptiste, » dit-elle en laissant trembler sa voix, « vous me faites peur. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Je ne fais que cuisiner et soigner avec les herbes que ma grand-mère m'a apprises. Si vous pensez que je vous ai fait du mal, tuez-moi maintenant. Mais je jure sur la tombe de ma maman que je n'ai jamais voulu de mal à votre famille. » Cette protestation d'innocence, livrée avec une sincérité feinte parfaite, sembla toucher quelque chose chez Baptiste. L'homme tituba, le couteau glissa de ses mains et tomba sur le sol dallé avec un bruit métallique qui résonna dans le silence. Puis, à la stupéfaction de Nancy, il éclata en sanglots. Ce homme qui avait torturé des dizaines d'esclaves, qui prenait plaisir à infliger la douleur, s'effondra psychologiquement devant celle qu'il avait tant fait souffrir. « Pardonne-moi, Nancy, » balbutia-t-il en tombant à genoux. « Pardonne-moi, je ne vois plus rien du tout. J'ai peur, j'ai si peur de cette obscurité. » Pour la première fois depuis des années, Nancy éprouva quelque chose qui ressemblait à de la pitié pour l'un de ses maîtres. Voir cet homme brisé, réduit à implorer le pardon de celle qui l'avait humilié, éveillait en elle des sentiments contradictoires. Mais quand elle repensa à Thomas et à sa chair brûlée, à toutes les fois où Baptiste avait ri en regardant souffrir des innocents, à tous les enfants battus, aux femmes violées, aux hommes marqués au fer rouge, cette pitié s'évanouit aussitôt, comme rosée au soleil. « Je vous pardonne, maître Baptiste, » dit-elle d'une voix douce, « mais c'est Dieu qui vous juge maintenant. » Marguerite fut la dernière à perdre complètement la vue. Contrairement aux autres membres de la famille, elle accueillit sa cécité naissante avec une sorte de soulagement étrange qui troubla profondément Nancy,
Au moins, confia-t-elle un jour à Nancy en prenant sa tisane quotidienne, je n'aurai plus à voir leur visage, je n'aurai plus à regarder dans les yeux de mon mari quand il exerce ses droits conjugaux. Je n'aurai plus à voir Célestine sourire en racontant les punitions qu'elle a infligées aux femmes de chambre. Cette confession révélait l'étendue des souffrances psychologiques que Marguerite avait endurées. Nancy réalisa que cette femme avait été autant une victime qu'une complice de la cruauté familiale. « Vous êtes en paix maintenant, madame », murmura Nancy en posant doucement la main sur l'épaule de Marguerite. Et pour la première fois depuis le début de son plan, elle éprouva des remords sincères. Début novembre, toute la famille Morvan évoluait dans les ténèbres. La plantation, privée de ses dirigeants voyants, sombrait dans un chaos qui prenait des allures de révolution silencieuse. Les contremaîtres blancs, terrifiés par ce qu'ils considéraient comme une malédiction divine ou un sortilège vaudou, avaient fui un à un vers d'autres emplois, abandonnant leur poste sans même réclamer leur salaire. Les esclaves, d'abord désorientés par ce bouleversement de l'ordre établi, commencèrent progressivement à comprendre qu'un équilibre nouveau s'installait. Pour la première fois depuis des générations, ils étaient les seuls à voir clair dans cette plantation maudite. Si cela vous donne des frissons, n'hésitez pas à liker cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'il va se passer ensuite. C'est par une nuit froide de décembre 1842, alors que le brouillard montait du Mississippi et enveloppait la plantation d'un linceul spectral, que Nancy décida de révéler la vérité. La famille Morvan était réunie dans le salon principal pour ce qui était devenu un rituel pathétique. Le dîner quotidien où 7 aveugles tâtonnaient pour trouver leur place autour de la grande table d'acajou. L'atmosphère était lourde de désespoir, de confusion et de cette tension particulière qui naît quand des prédateurs se retrouvent soudain transformés en proie. Henri tentait encore de diriger les conversations d'une voix chevrotante, mais ses ordres tombaient dans le vide. Célestine gémissait doucement, en cherchant ses couverts. Les 3 frères buvaient en silence, noyant leur terreur dans l'alcool. La transformation physique de cette famille était saisissante. Henri, autrefois si fier de son port altier, se voûtait désormais comme un vieillard. Ses cheveux blancs, autrefois impeccablement coiffés, pendaient en mèches grasses autour de son visage émacié. Célestine, qui avait toujours accordé une importance obsessionnelle à son apparence, portait une robe froissée et tachée, son maquillage appliqué au hasard créant un masque grotesque. Les 3 frères présentaient le spectacle le plus pitoyable. Étienne, l'intellectuel de la famille, avait perdu toute sa prestance d'avocat. Ses vêtements étaient mal boutonnés, ses cheveux ébouriffés, et il parlait tout seul en agitant les mains dans le vide. Lucien, l'homme de terrain, se cognait sans cesse aux meubles, son corps couvert d'ecchymoses, témoignant de sa lutte pathétique contre un environnement qu'il ne maîtrisait plus. Baptiste, le plus sadique du trio, alternait entre des crises de larmes et des accès de rage impuissante. Seule Marguerite conservait une certaine dignité dans l'épreuve. Sa cécité semblait l'avoir libérée d'un poids qui l'écrasait depuis des années. Et elle montrait une sérénité troublante qui contrastait avec la décomposition psychologique de sa belle famille. Nancy entra dans la pièce, portant le plateau du dîner comme elle l'avait fait des milliers de fois auparavant. Mais cette fois, au lieu de servir en silence et de se retirer discrètement, elle posa le plateau sur la table avec un bruit délibéré et prit la parole d'une voix claire et ferme qui résonna dans le salon comme un coup de tonnerre. « Maître Henri, dit-elle, et sa voix avait une autorité nouvelle qui figea immédiatement toutes les conversations. Vous voulez savoir qui vous a volé la vue ? Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Tous les visages se tournèrent vers la source de cette voix qu'ils connaissaient si bien, mais qui n'avait jamais osé s'élever de la sorte. C'était la première fois en 15 ans qu'un esclave prenait la parole dans cette maison sans y avoir été invité. « Nancy » balbutia Marguerite d'une voix tremblante. « Que dis-tu » Henri tenta de se dresser dans son fauteuil, ses mains agrippant les accoudoirs avec une force désespérée. « Comment oses-tu nous parler ainsi, esclave » cracha-t-il d'une voix qui se voulait menaçante, mais qui trahissait sa terreur.
Tu vas être fouetté jusqu'au sang pour cette insolence. » Nancy eut un rire amer qui glaça le sang de ses auditeurs. Ce n'était plus le rire soumis d'une esclave cherchant à plaire à ses maîtres, c'était le rire vengeur d'une femme qui tenait enfin ses bourreaux à sa merci. « Me fouetter » répéta-t-elle avec une ironie cruelle. « Et qui tiendra le fouet, maître Henri, vous qui ne pouvez même plus trouver votre chambre sans aide? Ou peut-être maître Lucien qui s'est cogné 3 fois au mur rien qu'en venant dans cette pièce ?» Le silence qui suivit était si profond qu'on entendait le tic-tac de la pendule de la cheminée et les battements de cœur affolés des morvants. « Je dis, reprit Nancy avec un calme terrifiant, que vos yeux ont été fermés par la justice. La même justice que vous avez refusée à Thomas quand vous l'avez marqué au fer pour un crime qu'il n'avait pas commis. La même justice que vous avez niée à Sarah quand vous l'avez vendue pour payer vos dettes de jeu, maître Lucien. La même justice que vous avez piétinée, dame Célestine, quand vous avez fait fouetter Marie-Claire jusqu'à ce que mort s'ensuive, simplement parce qu'elle avait cassé votre vase préféré. Les révélations s'enchaînaient, implacables comme un jugement divin. Nancy énumérait chaque crime, chaque acte de cruauté gratuite, chaque moment où la famille Morvan avait choisi la violence plutôt que la compassion. Sa voix portait 15 années de colère contenue, de dignité bafouée, de souffrance accumulée. Vous rappelez-vous de Josué, maître Baptiste, ce garçon de 14 ans que vous avez fait castrer parce qu'il avait regardé votre sœur? Il est mort de ses blessures 3 jours plus tard, mais vous avez dit que c'était la volonté de Dieu. Et vous, maître Étienne, vous souvenez-vous de Mélanie, cette femme que vous avez violée dans votre bureau pendant que son mari travaillait au champ? Quand elle est tombée enceinte, vous l'avez vendue à un bordel de la Nouvelle-Orléans pour effacer les preuves de votre crime. Chaque accusation tombait comme un couperet, révélant des années de secrets soigneusement cachés. Nancy parlait des enfants arrachés à leur mère pour être vendus comme du bétail, des femmes forcées de partager la couche de leur maître sous peine de mort, des hommes battus à mort pour avoir osé lever les yeux ou demander un peu d'eau par jour de grande chaleur. « Vous m'avez pris ma liberté », poursuivit-elle, sa voix montant progressivement vers un crescendo de fureur contrôlée, « mais je vous ai pris votre lumière. Vous m'avez volé ma dignité, mais je vous ai volé votre fierté. Vous avez fait de moi votre esclave, mais maintenant, vous êtes les esclaves de vos ténèbres. » Henri se dressa péniblement, ses jambes tremblantes le portant à peine, cherchant désespérément à l'atteindre à tâtons. Ses mains griffaient à l'air vide, tentant de saisir cette voix qui le narguait. « Sorcière !» cracha-t-il, l'écume aux lèvres. « Démone, spawn de Satan, tu nous as empoisonnés, tu nous as jeté un sortilège vaudou. »« Oui » avoua Nancy sans l'ombre d'un remords, et ce simple mot eut l'effet d'une bombe dans le salon. « Pendant des mois, j'ai glissé dans vos boissons et votre nourriture un extrait des larmes de la terre. Chaque gorgée de café, chaque tasse de thé, chaque verre de vin que vous avez pris m'a permis de vous rendre un peu de l'obscurité que vous avez semée autour de vous. » La confession était totale, détaillée, assumée. Nancy expliqua comment elle avait cultivé ses champignons empoisonnés, comment elle avait perfectionné sa préparation, comment elle avait adapté ses dosages à chaque membre de la famille, selon leurs habitudes alimentaires. Elle décrivit ses mois de patience, d'observation, de planification méticuleuse. « J'ai étudié chacun de vos vices, » poursuivit-elle avec une précision clinique. « Votre gourmandise, maître Henri, pour ce café que vous réclamiez 2 fois par jour. Votre vanité, dame Célestine, pour ce thé que vous buviez dans votre précieuse tasse de Limoges. Votre alcoolisme, maître Lucien et Baptiste, pour ce whisky que vous pensiez caché dans la bibliothèque. Et votre raffinement prétentieux, maître Étienne, pour ce vin de Bordeaux que vous sirotiez dans votre verre gravé. » Étienne tenta de se lever pour appeler à l'aide, mais sa voix se brisa dans sa gorge. Il réalisait soudain l'ampleur de leur vulnérabilité. Ils étaient 7 adultes aveugles, isolés dans une plantation où tous les contremaîtres blancs avaient fui, où la seule personne encore capable de voir était celle qui venait de leur révéler qu'elle les avait méthodiquement empoisonnés. « Tu ne peux pas nous faire ça !» balbutia Célestine, ses mains cherchant désespérément un appui. « Nous sommes tes maîtres, tu nous appartiens.
Tu n'as pas le droit. Le droit? L'interrompit Nancy avec un rire glacial. Parlons donc de droit, dame Célestine. Aviez-vous le droit de faire violer les femmes esclaves par vos fils quand l'envie leur prenait? Aviez-vous le droit de séparer les familles, de vendre les enfants loin de leurs parents? Aviez-vous le droit de marquer au fer rouge des êtres humains comme s'ils étaient du bétail? Baptiste sanglotait maintenant ouvertement, ses nerfs craquant sous le poids de la révélation. « Que veux-tu » gémit-il. « De l'argent? Ta liberté? Dis-nous ce que tu veux et nous te le donnerons. » Nancy se dirigea lentement vers la fenêtre qui donnait sur les quartiers des esclaves. Dehors, elle pouvait voir les lumières tremblotantes des chandelles dans les cases où ses frères et sœurs en servitude se préparaient pour une nouvelle nuit de repos bien méritée. Pour la première fois depuis des mois, ils dormiraient en paix, sachant que leurs bourreaux ne pouvaient plus les voir pour les terroriser. « Ma liberté ?» répéta Nancy d'une voix lointaine. « Vous croyez que je peux partir d'ici et reprendre une vie normale? Vous croyez que votre société m'acceptera jamais comme une femme libre? Non, maître Baptiste. Ma liberté, je l'ai prise en même temps que votre vue. Ma liberté, c'est de savoir que vous ne ferez plus jamais de mal à personne. » Elle se retourna vers cette famille qui l'avait tant fait souffrir, et dans sa voix perça une note de satisfaction profonde, presque mystique. Vous avez passé votre vie à regarder les autres comme des objets, des biens meubles, des créatures inférieures. Maintenant, vous ne verrez plus jamais rien. Vous vivrez dans le noir, comme nous avons vécu dans l'ombre de votre cruauté. Vous dépendrez de la bonté d'autrui, comme nous avons dépendu de vos caprices. Vous connaîtrez l'impuissance, la vulnérabilité, la peur que vous avez semée pendant des décennies. Marguerite, qui était restée silencieuse jusque-là, prit enfin la parole d'une voix à peine audible. « Que vas-tu faire de nous maintenant? Nous tuer ?» Nancy la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Vous tuer? Non, Madame Marguerite, la mort serait une délivrance trop douce. Vous allez vivre. Vous allez vivre avec la conscience de vos crimes et l'humiliation de votre déchéance. Vous allez apprendre ce que signifie être à la merci d'autrui. » Elle fit une pause, savourant le silence terrifié qui accueillait ses paroles. « Vous avez une fille, maître Étienne. Amélie a 8 ans. Si vous voulez qu'elle grandisse dans un monde meilleur que celui que vous avez créé, je vous suggère de réfléchir aux leçons que vous lui enseignerez désormais, car c'est moi qui vois tout maintenant, et je continuerai de veiller. » Sur ces mots, Nancy ramassa son plateau et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois vers cette famille qui avait incarné 15 années de cauchemar. « Ah, et j'oubliais, » ajouta-t-elle avec une ironie cruelle. « Ce soir, vous dînerez du pain sec et de l'eau. C'est exactement ce que vous donniez à manger aux esclaves punis. Il est temps que vous découvriez le goût de votre propre justice. » La porte se referma derrière elle avec un claquement définitif, laissant la famille Morvant dans l'obscurité physique et morale la plus complète. Les mois qui suivirent cette révélation virent une transformation complète et irréversible de la plantation Belmont. Nancy, devenue de facto la dirigeante de la propriété, orchestra progressivement une révolution silencieuse qui allait faire de cette terre maudite un symbole d'espoir pour tous les opprimés de la région. Sa première décision fut d'organiser l'émancipation de tous les esclaves de la plantation. Mais contrairement à d'autres tentatives d'affranchissement qui avaient échoué par manque de préparation, Nancy planifiqua cette transition avec la même méthode qu'elle avait utilisée pour sa vengeance. Certains esclaves choisirent de partir vers le nord, suivant les routes secrètes du chemin de fer clandestin que Nancy connaissait grâce à ses contacts avec d'autres propriétés. Le vieux Josiah, malgré ses 70 ans, décida de tenter sa chance vers les États libres, emportant avec lui les témoignages écrits de tous les crimes qu'il avait vus commettre par les Morvant, documents que Nancy avait soigneusement rédigés pour témoigner de l'histoire. D'autres anciens esclaves restèrent pour travailler la terre en hommes libres, transformant progressivement la plantation en une coopérative agricole, où chacun possédait sa parcelle et partageait équitablement les bénéfices des récoltes.
Samuel le forgeron devint le maître d'œuvre de cette transformation, utilisant ses compétences non plus pour fabriquer des chaînes, mais pour créer les outils d'une agriculture libre et prospère. Marie-Claire, la blanchisseuse qui avait tant souffert, établit une école clandestine dans l'ancienne demeure des maîtres, enseignant à lire et à écrire aux enfants noirs de la région. Cette école devint rapidement un centre de résistance intellectuelle qui attira l'attention des abolitionnistes du Nord. La famille Morvan, totalement dépendante de ses anciens esclaves, n'était plus en position d'imposer quoi que ce soit. Leur autorité s'était évaporée avec leur vue, et ils découvrirent amèrement que le respect qu'ils croyaient inspirer n'était en réalité que de la peur. Sans la capacité d'exercer leur violence habituelle, ils n'étaient plus que des infirmes pathétiques que leurs anciens biens toléraient par pitié. Henri Morvan mourut en février 1843, officiellement d'une attaque cardiaque selon le certificat de décès établi par le médecin de famille. Mais ceux qui l'entouraient savaient qu'il avait succombé au désespoir et à la honte. Les dernières semaines de sa vie, il avait sombré dans une mélancolie profonde, refusant de s'alimenter et passant ses journées à se balancer dans son fauteuil en murmurant des excuses aux fantômes de ses victimes. Nancy assista à ses obsèques avec un mélange de satisfaction et de tristesse. Satisfaction de voir disparaître le tyran qui avait terrorisé tant d'innocents, tristesse de constater que cet homme avait gâché sa vie et celle de tant d'autres par pure méchanceté. Peu de monde suivit son cercueil, même les planteurs voisins préféraient éviter une famille frappée par ce qu'ils considéraient comme une malédiction divine. Célestine le suivit quelques semaines plus tard, emportée par une fièvre que Nancy aurait pu soigner avec ses herbes, mais qu'elle choisit de laisser suivre son cours naturel. La femme qui avait pris tant de plaisir à faire souffrir les autres découvrit dans ces derniers jours ce qu'était la véritable solitude. Personne ne vint pleurer à son chevet, pas même ses propres fils. Baptiste et Lucien ne supportèrent pas longtemps leur déchéance. Ils partirent pour la Nouvelle-Orléans au printemps 1843, tentant de refaire leur vie avec l'aide de parents éloignés qui les accueillirent d'abord par charité familiale. Mais leur réputation les avait précédés dans la haute société créole, et ils ne trouvèrent que portes closes et regards méprisants. Baptiste sombra rapidement dans l'alcoolisme le plus sordide. On le retrouvait souvent ivre-mort dans les ruelles du Vieux Carré, mendiant quelques pièces aux passants, en racontant des histoires incohérentes sur une malédiction vaudou qui l'avait frappé. Il mourut en 1845, poignardé lors d'une rixe dans un bordel de bas étage, fin sordide pour un homme qui s'était cru né pour dominer. Lucien tenta de monter une petite affaire de commerce, mais sa cécité et son passé de planteur brutal le handicapaient lourdement. Il ne savait pas compter autrement qu'en tête d'esclave, ne comprenait rien aux subtilités du négoce, et ses associés le dupèrent sans vergogne. Il finit ses jours dans la misère la plus complète, hébergé par charité dans un hospice pour indigents, où il racontait à qui voulait l'entendre qu'il avait autrefois possédé des centaines d'âmes. Étienne et Marguerite furent les seuls à rester à Belmont avec leur fille Amélie. L'homme, brisé par les événements et par la révélation de l'étendue de la haine que sa famille avait suscitée, développa une relation étrange avec Nancy. Il semblait comprendre qu'elle représentait désormais le seul espoir de survie pour ce qui restait de sa lignée. « Nancy, lui dit-il un jour dans un moment de lucidité douloureuse, « je sais que nous méritons ce qui nous arrive. Je sais que ma famille a commis des crimes impardonnables. Mais Amélie, elle n'a que 8 ans. Elle n'est responsable de rien. Pouvez-vous lui donner une chance de devenir quelqu'un de bien ?» Cette supplique toucha Nancy plus qu'elle ne l'avait imaginé. Elle accepta de prendre la petite Amélie sous sa protection, non par pardon pour les parents, mais parce qu'elle croyait sincèrement qu'aucun enfant ne devait payer pour les crimes de ses ancêtres. Marguerite, quant à elle, trouva dans sa cécité une forme de paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Libérée de l'obligation de voir l'horreur qui l'entourait, elle put enfin exprimer sa vraie nature, celle d'une femme fondamentalement bonne qui avait été pervertie par les circonstances.
Elle devint l'une des premières femmes blanches de Louisiane à enseigner ouvertement aux enfants noirs, défiant ainsi les lois de son époque. La petite Amélie grandit entourée d'anciens esclaves qui l'éduquèrent dans des valeurs d'égalité et de respect. Nancy veillait personnellement à son éducation, lui apprenant à lire et à écrire, mais aussi à comprendre l'histoire réelle de sa famille et les crimes qu'elle portait en héritage. « Tu ne dois pas avoir honte de tes origines, ma petite, » lui disait Nancy en brossant ses cheveux blonds. Mais tu dois comprendre que chaque génération a le choix entre perpétuer les erreurs du passé ou construire un avenir meilleur. C'est ta responsabilité désormais. Amélie devint une jeune femme remarquable, imprégnée dès l'enfance des leçons d'humanité que Nancy lui prodiguait. À 16 ans, elle refusa catégoriquement un mariage arrangé avec un fils de planteur, choisissant plutôt de consacrer sa vie à l'éducation des enfants défavorisés, quelle que soit la couleur de leur peau. En 1858, 16 ans après les événements qui avaient bouleversé Belmont, un journaliste du Times-Picayune de la Nouvelle-Orléans tenta d'enquêter sur les mystérieux événements de la plantation Morvan. Intrigué par les rumeurs qui circulaient dans la région sur cette famille de planteurs frappés par une cécité collective inexpliquée, il espérait découvrir un fait divers sensationnel pour ses lecteurs. Mais il ne trouva que des témoignages contradictoires et des documents soigneusement expurgés. Les registres médicaux de l'époque ne mentionnaient qu'une épidémie de cécité d'origine inconnue ayant frappé une famille de planteurs, sans plus de détails. Les autorités locales semblaient avoir délibérément minimisé l'affaire, peut-être par crainte de déclencher une panique ou d'encourager d'autres révoltes d'esclaves. Le journaliste interrogea Nancy, désormais reconnue officieusement comme la dirigeante de l'ancienne plantation Belmont, transformée en coopérative agricole. Elle se contenta de lui expliquer que la famille Morvan avait été frappée par une maladie mystérieuse et qu'elle s'occupait maintenant de leurs affaires par charité chrétienne. « Ces pauvres gens ont tout perdu », déclara-t-elle avec une compassion feinte parfaite. « Ils dépendent entièrement de notre bonté. Nous ne pouvons pas les abandonner dans leur malheur, même s'ils n'ont pas toujours été parfaits avec nous dans le passé. » Cette version édulcorée des faits fut celle qui passa à la postérité dans les quelques articles de presse de l'époque. La véritable histoire de la vengeance de Nancy resta un secret soigneusement gardé par ceux qui l'avaient vécu. Nancy Green vécut jusqu'en 1872, respectée de tous ceux qui avaient connu sa vraie histoire. Elle mourut dans son sommeil, à l'âge de 65 ans, dans la case qu'elle avait transformée en véritable bibliothèque où s'entassaient des centaines de livres qu'elle avait appris à lire avec une voracité intellectuelle qui compensait les années d'ignorance forcée. Ses obsèques furent suivies par des centaines de personnes venues de toute la Louisiane. Anciens esclaves devenus hommes libres, abolitionnistes blancs, enseignants, pasteurs, et même quelques planteurs progressistes qui avaient compris que l'époque de l'esclavage touchait à sa fin. Amélie Morvan, devenue une éducatrice renommée, prononça l'éloge funèbre de celle qui avait été plus qu'une mère pour elle. Nancy Green nous a appris que la justice ne vient pas toujours des tribunaux ou des lois, déclara-t-elle devant l'assistance émue. Parfois, elle vient de la patience, de l'intelligence et de la détermination de ceux que la société a voulu réduire au silence. Elle nous a montré que même dans l'oppression la plus totale, l'esprit humain peut trouver un chemin vers la liberté. Certains disent qu'avant de mourir, Nancy avait transmis le secret de sa préparation empoisonnée à quelques disciples triés sur le volet, leur confiant la mission de l'utiliser si jamais l'oppression revenait sous une autre forme. D'autres prétendent qu'elle avait consciemment laissé mourir ce savoir avec elle, estimant que la justice était faite et qu'il ne fallait pas perpétuer le cycle de la violence. Les archives paroissiales de l'époque mentionnent effectivement l'existence d'une plantation nommée Belmont et d'une famille Morvan dans les registres fonciers et les recensements d'esclaves, mais les détails de leur histoire ont été soigneusement effacés des documents officiels. Seuls quelques témoignages oraux, transmis de génération en génération dans les communautés afro-américaines de Louisiane, gardent vivace le souvenir de Nancy Green. Ces récits,
colporté par les descendants d'esclaves lors des veillées et des rassemblements familiaux, raconte l'histoire de la femme qui rendit la vue à la justice en fermant les yeux de la cruauté. Il parle d'une cuisinière qui maîtrisait les secrets des plantes, d'une vengeance patiente comme la pousse du chêne, d'une révolution silencieuse qui transforma l'enfer en espoir. Aujourd'hui encore, quand on traverse cette région du Mississippi entre la Nouvelle-Orléans et Bâton Rouge, on peut voir les ruines envahies par la végétation de ce qui fut autrefois la grande demeure de Belmont. Les guides touristiques n'en parlent jamais, les cartes modernes ne mentionnent même pas son existence et les panneaux historiques de la région passent sous silence cette période troublée. Mais les anciens du coin savent. Dans les petites communautés rurales où se mélangent les descendants d'esclaves et les Cadiens, où survivent encore des bribes de français créoles et des traditions culinaires métissées, on se souvient encore de Nancy Green. Ils savent qu'il existe parfois une justice plus haute que celle des tribunaux, une justice qui frappe avec la patience du temps et la précision d'une main experte en botanique. Ils racontent encore comment une femme réduite en esclavage a su transformer sa connaissance des plantes en instrument de libération, comment elle a retourné contre ses oppresseurs les armes mêmes de leur domination, leur gourmandise, leur vanité, leurs habitudes de privilégiés. L'histoire de Nancy Green nous rappelle que l'oppression peut engendrer une résistance dont les oppresseurs ne soupçonnent même pas l'existence. Elle nous enseigne que ceux que la société réduit au silence observent, apprennent et parfois agissent avec une détermination qui dépasse l'entendement. Elle nous montre aussi que la vengeance la plus parfaite n'est pas celle qui détruit, mais celle qui transforme, transformant l'esclavage en liberté, l'ignorance en savoir, la haine en justice. Dans les marécages de Louisiane, certains prétendent que poussent encore des champignons mystérieux que seuls quelques initiés savent reconnaître. Des plantes au nom poétique, larmes de la terre, justice du bayou, vengeance silencieuse, qui porterait en elle la mémoire de Nancy Green et le pouvoir de rendre aveugles ceux qui refusent de voir la souffrance qu'ils causent. Légende ou réalité, vérité historique ou folklore populaire, folklore. La frontière s'estompe dans ces terres où l'histoire officielle a toujours été écrite par les vainqueurs, où les voix des opprimés ont été systématiquement étouffées. Mais une chose est certaine, quelque part dans les archives oubliées de la Louisiane, dans les registres paroissiaux jaunis par le temps, dans les témoignages secrets transmis de bouche à oreille, dort l'histoire vraie de Nancy Green, la femme qui rendit aveugle tous ses maîtres. Et cette histoire continue de hanter les consciences, de questionner nos certitudes, de nous rappeler que derrière chaque oppression se cache peut-être une Nancy Green qui observe, qui attend, qui prépare patiemment sa revanche au nom de tous ceux que l'injustice a brisés. Vous pensez que tout a été révélé dans cette histoire? Que Nancy Green a vraiment existé? Ou que tout cela n'est qu'une légende née de la souffrance et de l'espoir des opprimés? Dites-le nous en commentaire, abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette vidéo avec tous ceux qui aiment les mystères sombres de l'histoire. Car parfois, la vérité la plus troublante n'est pas ce qui est écrit dans les livres d'histoire officiels, mais ce qui en a été soigneusement effacé pour préserver la paix des consciences de ceux qui ont hérité des privilèges bâtis sur l'oppression.